Chapitre 4. Le lendemain, le fantôme se sentit très faible, très las. Les terribles agitations des 4 dernières semaines commençaient à produire leur effet. Son système nerveux était complètement bouleversé et il sursautait au plus léger bruit. Il garda la chambre pendant 5 jours et finit par se décider à faire une concession sur l'article de la tache de sang du parquet de la bibliothèque. Puisque la famille Otis n'en voulait pas, c'est qu'elle ne la méritait pas, c'était clair. Ces gens-là étaient évidemment situés sur un plan inférieur, matériel, d'existence, et parfaitement incapables d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes sensibles. La question des apparitions de fantômes, le développement des corps astrales, était vraiment pour elle chose tout à fait étrangère et qui n'était réellement pas à sa portée. C'était pour lui un rigoureux devoir de se montrer dans le corridor 1 fois par semaine et de bafouiller par la grande fenêtre ogivale le 1er et le 3e mercredi de chaque mois, et il ne voyait aucun moyen honorable de se soustraire à son obligation. Il était vrai que sa vie avait été très criminelle, mais d'un autre côté, il était très consciencieux dans tout ce qui concernait le surnaturel. Aussi, les 3 samedis qui suivirent, il traversa, comme de coutume, le corridor entre minuit et 3 heures du matin, en prenant toutes les précautions possibles pour n'être ni entendu, ni vu. Il ôtait ses bottes, marchait le plus légèrement qu'il pouvait sur les vieilles planches vermoulues, s'enveloppait d'un grand manteau de velours noir, et n'oubliait pas de se servir du graisseur de la marque du Soleil Levant pour huiler ses chaînes. Je suis tenu de reconnaître que ce ne fut qu'après maintes hésitations qu'il se décida à adopter ce dernier moyen de protection. Néanmoins, une nuit pendant le dîner de la famille, il se glissa dans la chambre à coucher de M. Otis et déroba la fiole. Il se sentit d'abord quelque peu humilié, mais dans la suite il fut assez raisonnable pour comprendre que cette invention méritait de grands éloges, et qu'elle concourait dans une certaine mesure à favoriser ses plans. Néanmoins, malgré tout, il ne fut pas à l'abri des taquineries. On ne manquait jamais de tendre en travers du corridor des cordes qui le faisaient trébucher dans l'obscurité. Et une fois qu'il s'était costumé pour le rôle d'Isaac le Noir ou le chasseur du bois de Huxley, il fit une lourde chute pour avoir mis le pied sur une glissoire de planches savonnées que les jumeaux avaient bâtie depuis le seuil de la chambre tapisserie jusqu'en haut de l'escalier de chêne. Ce dernier affront le mit dans une telle rage qu'il résolut de faire un suprême effort pour imposer sa dignité et raffermir sa position sociale, et forma le projet de rendre visite, la nuit suivante, aux insolents jeunes étoniens en son célèbre rôle de Rupert le Téméraire ou le Comte sans tête. Il ne s'était jamais montré dans ce déguisement depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis qu'il avait, par ce moyen, fait à la belle Lady Barbara Modish une telle frayeur qu'elle avait repris sa promesse de mariage au grand-père du lord de Canterville actuel et s'était enfuie à Gretna Green avec le beau Jack Castletown en jurant que pour rien au monde elle ne consentirait à s'allier à une famille qui tolérait les promenades d'un fantôme si horrible sur la terrasse au crépuscule. Le pauvre Jack fut par la suite tué en duel par lord de Canterville sur la prairie de Wandsworth, et Lady Barbara mourut de chagrin à Tunbridge Wells avant la fin de l'année, de sorte qu'à tous les points de vue c'était un grand succès. Néanmoins, c'était, si je puis employer un terme de l'argot théâtral pour l'appliquer à l'un des mystères les plus grands du monde surnaturel, ou, pour parler un langage plus scientifique, du monde supérieur de la nature, c'était une création des plus difficiles, et il lui fallut 3 bonnes heures pour terminer ses préparatifs. À la fin, tout fut prêt, et il fut très content de son travestissement. Les grandes bottes à l'écuyère en cuir, qui étaient assorties avec le costume, étaient bien un peu trop larges pour lui, et il ne put retrouver qu'un des 2 pistolets d'arçon, mais à tout prendre, il fut très satisfait. Et à 1h15, il passa à travers le badigeon et descendit vers le corridor. Quand il fut arrivé près de la pièce occupée par les jumeaux, et que j'appellerai la chambre à coucher bleue, à cause de la couleur des tentures,
il trouva la porte entr'ouverte. Afin de faire une entrée sensationnelle, il la poussa avec force. Mais il reçut une lourde cruche pleine d'eau, qui le mouilla jusqu'aux os et qui ne manqua à son épaule que d'1 pouce ou 2. Au même moment, il perçut des éclats de rire étouffés qui venaient du grand lit à dais. Son système nerveux fut si violemment secoué qu'il rentra chez lui à toutes jambes, et le lendemain il resta alité avec un gros rhume. La seule consolation qu'il trouva, c'est qu'il n'avait pas à porter sa tête sur lui. Sans cela, les suites auraient pu être bien plus graves. Désormais, il renonça à tout espoir de jamais épouvanter cette rude famille d'Américains, et se borna à parcourir le corridor avec des chaussons de lisière, le cou entouré d'un épais foulard, par crainte des courants d'air, et muni d'une petite arquebuse pour le cas où il serait attaqué par les jumeaux. Ce fut vers le 19 septembre qu'il reçut le coup de grâce. Il était descendu par l'escalier jusque dans le grand hall, sûr que dans cet endroit, du moins, il était à l'abri des taquineries, et il s'amusait à faire des remarques satiriques sur les grands portraits photographiés par Sarrow du ministre des États-Unis et de sa femme, qui avaient pris la place des portraits de famille des Canterville. Il était simplement, mais décemment, vêtu d'un long suaire parsemé de moisissures de cimetière. Il avait attaché sa mâchoire avec une bande d'étoffe jaune et portait une petite lanterne et une bêche de fossoyeur. Bref, il était travesti dans le costume de Jonas le déterré ou le voleur de cadavres de Chertsey Barn. C'était un de ses rôles les plus remarquables, et celui dont les Canterville avaient le plus de sujets de garder le souvenir, car là se trouvait la cause réelle de leur querelle avec leurs voisins, Lord Rufford. Il était environ 2h15 du matin, et autant qu'il put en juger, personne ne bougeait dans la maison. Mais comme il se dirigeait à loisir du côté de la bibliothèque pour voir ce qui restait de la tache de sang, soudain il vit bondir vers lui, d'un coin sombre, 2 silhouettes qui agitaient follement leurs bras au-dessus de leur tête et lui criaient aux oreilles « Boum !» Pris de terreur panique, ce qui était bien naturel dans la circonstance, il se précipita du côté de l'escalier. Mais il s'y trouva en face de Washington Otis, qui l'attendait, armé du grand arrosoir du jardin, si bien que, cerné de tous côtés par ses ennemis, réduit presque aux abois, il s'évapora dans le grand poêle de fonte, qui, par bonheur pour lui, n'était point allumé. Et il se fraya un passage jusque chez lui, à travers tuyaux et cheminées, et arriva à son domicile, dans l'état terrible où l'avaient mis la saleté, l'agitation et le désespoir. Depuis, on ne le revit jamais en expédition nocturne. Les jumeaux se mirent maintes fois à l'affût pour le surprendre, et semèrent dans les corridors des coquilles de noix tous les soirs, au grand ennui de leurs parents et des domestiques, mais ce fut en vain. Il était évident que son amour-propre avait été si profondément blessé qu'il ne voulait plus se montrer. En conséquence, M. Otis se remit à son grand ouvrage sur l'histoire du Parti démocratique, qu'il avait commencé 3 ans auparavant. Mrs. Otis organisa un extraordinaire clam-bake qui mit tout le pays en rumeur. Un clam-bake est un plat de cuisine improvisé sur des pierres dans un pique-nique. On mélange pour obtenir cette tourte toute espèce d'ingrédients. Note du traducteur. Les enfants s'adonnèrent aux jeux de la crosse, de l'ocre, du poker et autres amusements nationaux de l'Amérique. Virginia fit des promenades à cheval par les sentiers, en compagnie du jeune duc de Cheshire, qui était venu passer à Canterville la dernière semaine de vacances. Tout le monde supposait que le fantôme avait disparu. De sorte que M. Otis écrivit à Lord Canterville une lettre pour l'en informer, et reçut en réponse une autre lettre où celui-ci lui témoignait le plaisir que lui avait causé cette nouvelle, et envoyait ses plus sincères félicitations à la digne femme du ministre. Mais les Otis se trompaient. Le fantôme était toujours à la maison, et bien qu'il se portât très mal, il n'était nullement disposé à en rester là. Surtout après avoir appris
que du nombre des hôtes se trouvait le jeune duc de Cheshire, dont le grand-oncle, Lord Francis Stilton, avait une fois parié avec le colonel Carbery qu'il jouerait aux dés avec le fantôme de Canterville. Le lendemain, on l'avait trouvé gisant sur le carreau de la salle de jeu, dans un état de paralysie si complet que malgré l'âge avancé qu'il atteignit, il ne put jamais prononcer d'autre mot que celui-ci. « Double 6 ». Cette histoire était bien connue en son temps, quoique, par égard pour les sentiments des deux familles nobles, on eût fait tout le possible pour l'étouffer. Et un récit détaillé de tout ce qui la concerne se trouve dans le 3e volume des « Mémoires de Lord Tattle sur le prince régent et ses amis ». Dès lors, le fantôme désirait vraiment prouver qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, avec lesquels il était d'ailleurs parent par alliance, sa cousine germaine ayant épousé en secondes noces le sieur de Bulkeley, duquel, ainsi que tout le monde le sait, les ducs de Cheshire descendent en droite ligne. En conséquence, il fit ses apprêts pour se montrer au petit amoureux de Virginia dans son fameux rôle du moine vampire où le bénédictin saignait à blanc. C'était un spectacle si épouvantable que, quand la vieille lady Startuy l'avait vu jouer, c'est-à-dire la veille du nouvel an 1764, elle commença par pousser les cris les plus perçants, qui aboutirent à une violente attaque d'apoplexie et à son décès au bout de 3 jours, non sans qu'elle eût déshérité les Canterville et légué tout son argent à son pharmacien de Londres. Mais au dernier moment, la terreur que lui inspiraient les jumeaux l'empêcha de quitter sa chambre, et le petit duc dormit en paix dans le grand lit à baldaquin couronné des plumes de la chambre royale et rêva à Virginia.